J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le numéro 6 n'était pas réellement prisonnier du village. Cette question, au cœur de la série culte Le Prisonnier, met en lumière la lutte éternelle de l'individu et les systèmes de contrôle. Patrick McGowan, non seulement acteur principal, mais aussi cerveau créatif derrière cette œuvre, s'est retrouvé captif d'une légende qu'il a lui-même façonnée. À travers les inoubliables échanges avec le numéro 2, d'ailleurs, chaque nouveau numéro 2 recherche la même chose, le pouvoir, donc par extension, le contrôle. Eh bien, cette série qu'est Le Prisonnier explore des thèmes universels de liberté, d'identité et de résistance. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. C'est une des phrases que nous entendrons tel un mantra pendant toute la série. Cette quête incessante d'informations dans le village, métaphore de notre société actuelle, soulève bien une interrogation profonde. Qui contrôle qui? Et cette réplique emblématique de Patrick McGowan, Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Elle résonne comme un défi lancé à la face du monde qui cherche irrémédiablement à nous ficher, estampiller, enregistrer, classer, déclasser et numéroter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette énigme qu'est le numéro 6, le village, et comment le prisonnier continue encore d'interroger notre conception de la liberté et de l'autonomie dans un monde de plus en plus surveillé. D'ailleurs, faites attention, nous sommes en ce moment même écoutés. Mais ça, c'est une autre histoire. Salut les fans de fiction, ou je devrais dire aujourd'hui, bonjour chez vous. Notre exploration hebdomadaire nous amène à revoir un classique de la science-fiction et de l'espionnage, télévisuel bien sûr, Le Prisonnier, une série qui a défié les conventions et les codes de la télé et fasciné les spectateurs par sa complexité et son avant-gardisme, et parfois même par son étrangeté. Créée et interprétée par Patrick McGowan en 1966, cette série britannique ne ressemble vraiment à aucune autre série. Mélangeant espionnage, science-fiction, philosophie, introspection, trahison et métaphores étranges. L'histoire, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, commence de manière extrêmement inattendue. Un agent secret? Oui, un agent secret. Parce que dans la série, on ne sait pas vraiment quel poste il occupe réellement, ce bon monsieur McGowan. Mais dans l'épisode 3, qui se nomme A, B et C, le numéro 2 contrôle les rêves de McGowan, alors qu'il est le numéro 6, et lors des interactions du futur, donc numéro 6 avec le sujet B, vous verrez dans l'épisode, il se remémore une mission commune dans les montagnes suisses avec le sujet B. J'en déduis alors qu'il est aussi un espion. Le protagoniste de la série travaille donc pour le gouvernement anglais, et il a un poste à statut sensible en termes de connaissances et de secrets qu'il pourrait détenir. En tout cas, ce rôle est joué par Patrick McGowan lui-même, et dès le début de la série, le rythme s'impose en donnant une dynamique très particulière, et l'on voit le protagoniste démissionner brusquement de son poste. Peu après, la dynamique va s'empâter et devient plutôt languissante, lorsqu'après son enlèvement, il est recueilli au sein même du village, et il se réveille dans son nouvel environnement, dans un lieu qui est totalement étrange et qu'il va découvrir au fur et à mesure des épisodes. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure sur l'enlèvement lui-même, qui donne réellement une lecture différente de la série si l'on s'y arrête un instant. Le village, ce lieu aux couleurs vives et à l'architecture éclectique, c'est peu dire, semble être un véritable coin de paradis. Pourtant, le village est bel et bien une prison sans barreaux où chaque résident est réduit à ne plus être reconnu comme une personne, mais comme un numéro. Notre protagoniste est d'ailleurs désigné comme le numéro 6, mais il essaye de résister à cette dépersonnalisation, déshumanisation en clamant haut et fort « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Le village est dirigé par le mystérieux numéro 2, dont l'identité change fréquemment. Il y en a eu 17 tout au long de la série et il symbolise certainement, de fait, la nature interchangeable des figures d'autorité. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, le but ultime de cet environnement surréaliste qu'est le village est de comprendre pourquoi le numéro 6 a démissionné de son poste, une question qui reste sans réponse tout au long de la série. Même si, dans l'épisode 2, il allait dévoiler cette raison,
se croyant libre en ayant échappé à ce village prison et retrouvant un ancien chef de service, un général qui était responsable donc de son service, montrant ainsi que les têtes pensantes et dirigeantes de l'État sont au courant de l'existence du village, mais ne l'ont jamais divulgué à Patrick McGowan. Pourquoi avez-vous démissionné? Je vais vous le dire, parce que il y a déjà de très longs mois, j'ai 1 minute. Il est 8 heures. C'est exact. Il se fait tard et il y a d'autres questions. Alors pourquoi avez-vous démissionné? Les tentatives d'évasion du numéro 6 sont systématiquement contrecarrées par le rôdeur, une boule blanche terrifiante qui neutralise ceux qui cherchent à fuir en surgissant de la mer et en ayant une autonomie propre qui ne nous permet pas de savoir si cette entité est vivante ou technologique. On ne sait pas. Il faut bien comprendre que cette série est une véritable énigme, un ovni, et que chaque épisode est une allégorie riche, explorant des thèmes tels que la liberté individuelle, l'identité et la résistance face à l'oppression. Par exemple, dans l'épisode « Liberté pour tous », le numéro 6 se présente à une élection pour devenir le numéro 2. Durant sa campagne, le numéro 6 est surveillé de près par une assistante, le numéro 58, qui s'exprime difficilement, mais qui le suit partout. Au final, c'est elle qui devient le numéro 2 et s'avère parler très très bien notre langue. Cet épisode montre la farce qu'est un système démocratique au sein même du village. Un autre épisode, Le Général, critique l'éducation et la manipulation de l'information, où un ordinateur, le Général, dispense un enseignement qui est en réalité un lavage de cerveau. Imaginez, un cours de 3 années est ingurgité en 3 minutes par notre esprit. Matrix a repris cette fonction à travers le chargement de compétences comme le kung-fu qu'il est possible de faire dans la matrice. Un autre film, Metropolis, de Fritz Lang, nous montre également l'influence autoritaire et l'influence de la manipulation psychologique à travers l'utilisation de technologies avancées et de la propagande, ce qui met en lumière les craintes et les préoccupations sociales de l'époque concernant le pouvoir, le contrôle et l'identité. D'ailleurs, tant de films traitent de ce sujet par diverses tirades, histoires, qui nous ramènent de toute manière à ce concept que notre esprit ne nous appartient plus, car d'autres essayent de le manipuler tout en nous faisant croire que nos pensées sont toujours le fruit de notre propre désir. Dr Jekyll et Mr Hyde, L'île du Dr Moreau, Donovan's Brain, 1984, Capricorn One, Scanner, Total Recall, L'armée des 12 singes, Cube, et bien d'autres nous alertent sur le fait que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes et de nos pensées. Rassurez-vous, numéro 6. Nous vous guérirons, je vous le garantis. Ces mauvaises pensées vous quitteront. D'ici quelques semaines, quand vous ferez un cauchemar ou un mauvais rêve, vous viendrez en pleurant me le raconter. En pleurant! La genèse du prisonnier est pourtant fascinante. Lassé par son rôle de John Drake dans Danger Man, Destination Danger en français, Patrick McGowan a profité de son influence pour lancer le projet révolutionnaire du prisonnier. Avec George Markstein, il conçoit alors une histoire d'espionnage qui évoluera vers une œuvre profondément philosophique. McGowan ne se contente alors pas d'être l'acteur principal dans cette série, il prend en main toute la production, assurant ainsi un contrôle créatif presque total. Le prisonnier est donc truffé de symbolisme, de véhicules archaïques comme le Grand Bi, ce type de bicyclette qui possède une grande roue à l'avant et une roue de plus petit diamètre à l'arrière, mais aussi divers gadgets et mesures de surveillance omniprésentes qui, pour l'époque, les années 60, n'avaient rien, mais alors rien de commun. D'ailleurs, chaque élément du village a une double lecture possible, invitant à une réflexion bien plus personnelle. La série se distingue d'ailleurs par son refus d'apporter des réponses faciles, laissant le spectateur toujours dans l'interprétation des événements à sa propre guise. Et d'ailleurs, dans ce contexte, je vais vous partager dans quelques instants ma propre analyse de cette série de science-fiction et d'espionnage qui est totalement incroyable. Où suis-je? Au village. À sa sortie, la série a été jugée déroutante et a eu du mal à trouver son public. Pourtant,
Avec le temps, Le prisonnier est devenu une œuvre culte, appréciée pour sa critique sur la surveillance de masse et sur l'effacement de l'individu dans une société moderne uniformisée. Son message résonne encore aujourd'hui, dans un monde où la liberté et l'identité sont constamment remises en question. D'ailleurs, ces mêmes problèmes nous sont très contemporains aujourd'hui, puisque, telle une prédiction sur l'avenir, nous vivons nous-mêmes, à ce jour, des problèmes liés à la remise en cause de nos libertés et à la surveillance de masse, ce qui met en évidence notre rapport à la sécurité, la vie privée et les droits individuels dans un monde de plus en plus numérisé et connecté. Laissez-moi vous en donner quelques exemples d'ailleurs que le village du numéro 6 n'a pas à nous envier. Déjà, il y a le sujet de la collecte des données. Les gouvernements et les entreprises collectent d'immenses quantités de données sur nous, sur les individus, souvent sans consentement explicite, et cette collecte est facilitée par l'utilisation de technologies numériques dans notre vie quotidienne. Dans Le prisonnier, le village est à la recherche d'informations et de rien d'autre. C'est le but même de ce lieu. Il y a un certain parallèle avec notre vie. Les autorités peuvent également accéder à nos communications privées sous prétexte de sécurité nationale, ce qui soulève des inquiétudes quant à la confidentialité des conversations personnelles et professionnelles. Dans le village, tout est filmé, écouté en permanence. Allô, numéro 2. Allô, numéro 2. Là, ils vont sortir du champ. Ça commence à faire loin. Prévenez le poste 50 de leur arrivée et déclenchez l'alerte orange. Alerte orange. Alerte orange. L'utilisation croissante de la reconnaissance faciale est aussi un problème et les espaces publics ne sont plus vraiment des espaces anonymes, ce qui entraîne des craintes de surveillance constante et de profilage inapproprié. Le village en est encore l'écho aujourd'hui. Mais il y a tant d'autres sujets où nos libertés sont mises à mal. À l'ère du numérique, les cyberattaques ciblent aussi bien des infrastructures critiques que des individus, compromettant ainsi la sécurité personnelle mais aussi nationale. Les gouvernements utilisent les technologies que les grandes sociétés produisent pour espionner d'autres pays, des groupes d'intérêt et même leurs propres concitoyens. Des législations introduites au nom de la lutte contre le terrorisme ont parfois pour effet même de restreindre nos libertés civiles tout court, en autorisant des mesures comme la détention sans procès ou la surveillance étendue. La censure sur Internet et les réseaux sociaux, qu'elle soit pratiquée par les gouvernements ou des entreprises privées, est également une préoccupation majeure pour la liberté d'expression aujourd'hui. Il faut bien comprendre que les algorithmes utilisés pour analyser nos données collectées peuvent maintenant renforcer les biais et la discrimination affectant certaines populations de manière disproportionnée. Dans certains régimes autoritaires, d'ailleurs, la surveillance de masse est également utilisée comme un outil de contrôle social, limitant les libertés individuelles et réprimant toute dissidence. Ce qui nous amène à penser que la nécessité de trouver un équilibre entre les mesures de sécurité et le respect des libertés fondamentales est au cœur de nombreux débats publics, même voire politiques. Il existe même un appel croissant à une plus grande transparence dans l'utilisation des technologies de surveillance et à une régulation plus stricte pour protéger la vie privée et les droits individuels. Ces enjeux, bien évidemment, nécessitent une vigilance constante de la part des citoyens, des gouvernements et des organisations internationales pour s'assurer que les technologies et les politiques de surveillance ne compromettent pas indûment les libertés individuelles et collectives. La question se pose tout de même, vivons-nous, nous aussi, dans un village où le seul but est d'obtenir de nous des informations et uniquement des informations? Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? En fin de compte, Le prisonnier n'est pas si loin de notre vie actuelle et ce chef-d'œuvre télévisuel qui dépasse le genre de l'espionnage et de la science-fiction pour devenir une exploration sur la condition humaine est en fait le miroir d'une société qui se transforme par la déshumanisation de celles et ceux qui la composent. McGowan, à travers cette série, interroge notre compréhension de la liberté, de l'autorité et de nous-mêmes. Nous sommes tous des numéros 6, cherchant à préserver notre individualité dans une société qui cherche à nous uniformiser. Le prisonnier nous rappelle que la lutte pour notre liberté personnelle est éternelle et, surtout, essentielle. Bien que complexe et parfois cryptique, la série offre une vision qui encourage à penser différemment, à remettre en question notre réalité et à chercher notre propre voie vers la liberté individuelle.
Je vous disais il y a quelques instants que j'allais vous partager mon interprétation du prisonnier. Je tiens à préciser qu'il s'agit ici d'un avis personnel, qui n'est pas une vérité, parce qu'en fait, il y a tant de possibilités que rien ne présuppose que ma vision soit réellement la bonne. Mais c'est celle qui me paraît, à mon sens, la plus plausible. Si on interprète le village non pas comme un lieu géographique, mais comme une prison mentale, et le numéro 6 comme étant enfermé dans son propre esprit, on peut alors se dire que l'événement qui se répète dans le générique de chaque épisode est là pour nous rappeler que le numéro 6 est endormi. Il est dans un certain coma. Vous savez, cet événement où il est gazé dans sa maison lorsqu'il prépare ses bagages après avoir démissionné, eh bien, celui-ci peut symboliser un point de bascule dans sa vie. Un moment où ses défenses psychologiques s'effondrent face à des forces extérieures ou intérieures oppressives. Dans cette perspective, le gazage représenterait un effondrement psychologique ou une crise existentielle, marquant le début d'un voyage intérieur forcé vers l'auto-examen et la confrontation de ses propres démons intérieurs, de ses peurs et de ses limitations. Avant cet événement, celui qui n'était pas encore le numéro 6 est une personne ayant une forte identité et une conviction personnelle inébranlable, vivant dans un état d'esprit relativement stable et contrôlé. Sa décision d'ailleurs de démissionner indique cela et nous met face à un personnage qui s'est remis en question face à des autorités et des structures de pouvoir pour lesquelles il travaillait, mais qui ne correspondaient plus à ses propres valeurs et désirs d'autonomie ainsi que de liberté personnelle. Le moment où sa maison est gazée peut être interprété alors comme une réaction de ses employeurs qui le forcent à quitter le confort de sa réalité connue pour connaître et analyser ses pensées les plus secrètes. Cela symbolise le début d'une quête intérieure profonde où le futur numéro 6 doit maintenant naviguer dans les complexités de son esprit, remettant en question sa perception de la réalité, de son identité et de ses croyances fondamentales. Après cet événement, plusieurs chemins sont possibles pour le numéro 6 lorsqu'il arrive au village. L'un de ces chemins est la lutte et la résistance. D'abord, il pourrait continuer à lutter contre les forces oppressives, ce qui représente alors sa propre tendance à résister au changement. Cela reflète un combat intérieur constant pour maintenir son identité et ses convictions face à un événement traumatique comme son incarcération dans une prison village. Il pourrait continuer à explorer son soi, et le numéro 6 pourrait alors entreprendre un voyage d'exploration à l'intérieur de lui-même, cherchant à comprendre les aspects cachés de sa personnalité et à résoudre les conflits intérieurs qui l'animent. Ce processus pourrait impliquer de faire face à des vérités inconfortables et de déconstruire les illusions sur soi et le monde qui nous entoure. À travers ces défis, le numéro 6 pourrait aussi subir une certaine transformation, évoluant vers une compréhension plus profonde de ce qu'est réellement la liberté et l'individualité. Ce changement pourrait symboliser sa libération des prisons mentales qu'il s'est construites dans chaque épisode, aboutissant à une véritable autonomie et à une paix intérieure durable. Mais il y a une autre question que nous pourrions nous poser. Qu'est-ce que vraiment le village représente ? Si l'on considère le village du prisonnier comme une métaphore d'une prison mentale, cela ouvre une riche interprétation psychologique et philosophique de la série. Le village devient alors une représentation externe des limites, des contraintes et des conflits internes que chacun porte en soi. Le village est en fait un miroir de l'esprit. Et dans cette perspective, le village symbolise alors les multiples aspects de l'esprit humain, avec ses contradictions, ses pièges et ses mécanismes de défense. Chaque personnage, chaque habitant, chaque règle et chaque événement dans le village pourrait être vu comme une externalisation des pensées, des peurs, des désirs et des luttes internes qui animent le numéro 6 et par extension chaque individu. Souvenez-vous de la série Lost, pour ceux qui l'ont vue, où les survivants d'un crash aérien sont confrontés au mystère d'une île apparemment déserte. Les deux séries d'ailleurs, entre Le Prisonnier et Lost, explorent la même notion de surveillance, avec le village sous le contrôle omniprésent du numéro 2 et l'île de Lost peuplée de ses propres forces de surveillance et surtout des forces mystérieuses. La lutte pour la liberté et l'autonomie est centrale dans les deux récits, tout comme la confrontation avec des forces extérieures et intérieures qui cherchent à manipuler ou contrôler tous les protagonistes. Les personnages sont alors poussés à explorer leur propre psyché, confrontés à des dilemmes moraux et à des secrets personnels qui se dévoilent progressivement.
Si le prisonnier se concentre davantage sur les thèmes de l'individualisme contre le collectivisme et la résistance contre l'oppression, Lost plonge plus dans la dynamique de groupe, la rédemption et les connexions interpersonnelles, mais reste tout de même centré sur la thématique de la prison mentale. Donc, si nous partons du principe que le village se trouve en fait dans l'esprit du numéro 6, qui sont réellement ses habitants ? Vous savez, ce sont les différents numéros rencontrés par le numéro 6. Eh bien, ils représentent alors les diverses facettes de la personnalité ou des archétypes psychologiques ou encore des états de lui-même à différents moments de sa vie. Des états qui ont été dominants ou qui ne le sont plus et qu'il a gardés en fait à l'intérieur de lui. Dans ce contexte, il est donc sous surveillance de ses propres identités omniprésentes dans le village. La surveillance constante illustre bien la manière dont nous nous surveillons et nous jugeons nous-mêmes nos actes, limitant souvent nos propres libertés par peur du jugement des autres, de la critique en fait. Les caméras omniprésentes reflètent alors notre conscience en état d'hypervigilance qui analyse et critique chaque pensée, chaque décision, chaque action que nous allons prendre. Mais le numéro 6, il ne faut pas oublier, est un esprit libre qui souhaite se libérer de toute entrave et de toute contrainte. Ces tentatives répétées de s'échapper du village vont donc être le symbole de ce désir universel que nous ressentons tous, de briser les chaînes de nos limitations psychologiques et de trouver la liberté intérieure, la paix intérieure. Sa lutte incarne donc le voyage de l'âme humaine vers la compréhension de soi, l'autonomie et la réalisation de son potentiel d'authenticité. C'est une voie d'élévation mentale et spirituelle que le numéro 6 essaie de tracer malgré l'adversité qu'il rencontre dans le village. Une autre question assez essentielle dans cette série est de comprendre pourquoi le numéro 2 change-t-il de visage tout au long des épisodes. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le plaisir de voir la série, il existe un fait étrange dans cette histoire. C'est celui de la personnalité du numéro 2, celui qui dirige le village, une personnalité qui change. Nous pourrions alors nous autoriser à définir ce rôle du numéro 2 comme étant celui de la conscience du numéro 6, une perspective fascinante et riche en signification. La conscience, dans son rôle d'arbitre moral et de guide intérieur, peut effectivement se manifester sous différentes formes, tout comme le numéro 2 change de visage à chaque épisode. Cette représentation pourrait alors illustrer la complexité et la mutabilité de notre conscience qui, selon les moments et les situations, peut nous guider, nous juger ou même nous tromper. Dans cette perspective, le numéro 2 incarnerait les multiples aspects de notre conscience, ce qui fait la diversité de nos voix internes qui influencent nos décisions et nos jugements moraux. Parfois, cette conscience peut sembler être un adversaire, surtout quand elle nous confronte à des vérités inconfortables ou nous pousse hors de notre zone de confort. À d'autres moments, elle peut aussi agir comme un guide ou un protecteur, cherchant à nous préserver du danger ou de l'erreur. Mais d'autres possibilités s'offrent à nous si l'on considère que le numéro 2 n'est pas strictement notre conscience. Il pourrait être notre surmoi. Dans la théorie freudienne, le surmoi représente l'aspect moral de notre psyché, intégrant les normes sociales et les interdictions. Le numéro 2, dans ce rôle, incarnerait les pressions et les attentes sociales qui pèsent sur le numéro 6, cherchant à modeler son comportement selon les normes qu'il a établies. Il pourrait être aussi un moi en conflit. Le numéro 2 pourrait représenter ce moi en conflit justement et tiraillé entre nos différentes pulsions, désirs et obligations. Il agirait. Ce serait l'aspect de l'esprit qui gère les interactions entre notre monde intérieur et la réalité extérieure, souvent confrontée à des dilemmes et des choix difficiles. J'évoquais Freud il y a quelques instants, alors comment ne pas évoquer également Jung ? Dans une interprétation plus jungienne, le numéro 2 pourrait symboliser l'ombre ou l'adversaire intérieur, cet aspect de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître ou d'accepter. Cette figure représenterait alors les défis internes que nous devons affronter pour atteindre une plus grande compréhension de soi. En définitive, le numéro 2, qu'il soit interprété comme la conscience, le surmoi, le moi en conflit ou l'adversaire intérieur, cette figure incarne les complexités et les contradictions de l'esprit humain. Le prisonnier, à travers le personnage du numéro 2, invite à une exploration plus profonde de notre propre psyché, mettant en lumière les dynamiques internes qui influencent notre perception de la liberté, de l'autorité et de l'identité.
Dans le village, il y a énormément de protagonistes qui sont présents au fur et à mesure des épisodes. Mais il y a toujours ce rôdeur. Ce rôdeur m'a questionné pendant énormément de temps. Mais qu'en est-il vraiment de ce rôdeur ? Eh bien, le rôdeur, cette imposante boule blanche qui capture celles et ceux qui tentent de s'échapper du village, peut être alors vu comme une représentation des mécanismes de défense de notre esprit. C'est une force qui empêche le numéro 6 et par extension l'individu de fuir les réalités inconfortables de son propre esprit. Il pourrait symboliser la peur, l'anxiété ou même la culpabilité qui va nous ramener à nos prisons mentales chaque fois que nous tentons de nous confronter à ces peurs ou de dépasser les limites que nous nous sommes imposées. Dans le panel des différents acteurs de cette série, de ces différents archétypes, il y a bien sûr le numéro 1 que nous allons rencontrer à la fin dans le dernier épisode. Toujours dans notre hypothèse d'une prison mentale, il reste tout de même une obsession au numéro 6 qui est celle de découvrir l'identité réelle du numéro 1, qui commande réellement dans ce village. C'est ce qui va vite représenter une quête dans la série de comprendre qui dirige vraiment ce lieu, cette prison. Où est-il ? J'ai pris sa place. C'est moi le numéro 2 maintenant. Où est le numéro 1 ? Vous n'aurez toujours affaire qu'à moi ici. Cette recherche sur 17 épisodes conduit finalement à la révélation que la plus grande bataille contre soi-même peut permettre une bataille contre les parties de l'esprit qui nous retiennent et nous manipulent. Le numéro 1 peut être alors perçu en tant que force ultime dirigeante du village et pourrait symboliser les motivations, les désirs et les peurs les plus profondes qui guident nos actions de manière inconsciente. Cette figure va donc représenter le contrôle ultime sur le soi, le centre de commandement de notre psyché où se trouvent les véritables motivations et véritables conflits intérieurs non résolus. C'est d'ailleurs ce que nous voyons dans le dernier épisode avec ce tribunal de la conscience où des personnages masqués et drapés sont assis sur le banc des jurés et ne portent ni nom ni numéro. Ils sont nommés d'ailleurs par des comportements humains tels que bienfaisance, welfare en anglais, pacifisme, activisme, identification, transfuge, defector en anglais, thérapie, réactionnaire, nationaliste. Ils sont en fait les influences profondes que nous avons lors de nos interactions sociales, politiques et personnelles, ce qui démontre la diversité des motivations et des croyances qui guident le comportement humain. La quête du numéro 6 pour découvrir l'identité du numéro 1 est donc un voyage intérieur vers la compréhension de soi, une lutte pour dévoiler et comprendre ses propres contradictions internes. D'ailleurs, à la fin, le visage du numéro 1 a de quoi nous surprendre. Mais je ne vous en dirai pas davantage pour ne pas spoiler celles et ceux qui voudraient voir cette série qui, en 17 épisodes, va vous étonner et certainement vous déstabiliser quant à son scénario extrêmement étrange. En arrivant à ce moment du podcast, je me rends compte qu'il reste pourtant une personne que nous n'avons pas abordée. Le seul personnage récurrent dans la série après le numéro 6. C'est le petit majordome qui apparaît de ci de là, sans raison apparente. Si l'on adopte cette expression dans le contexte de la psyché, il pourrait alors représenter les aspects de la personnalité ou les traits de caractère qui exercent une influence dominante sur les décisions et le comportement de chacun. Cette figure pourrait symboliser la volonté, la raison ou la partie de l'esprit qui cherche à organiser, à diriger et à faire sens des différentes forces et impulsions internes. Le majordome serait celui qui tente de maintenir l'ordre et la cohérence dans le tumulte de nos émotions, des pensées et des désirs contradictoires qui peuplent notre esprit. Pour moi, c'est vraiment la vision que je me suis forgée du village, celle de la prison mentale, et elle m'est apparue comme une évidence en 5 secondes uniquement d'image dans la série. Plus précisément, dans les toutes dernières secondes de l'épisode 17, l'épisode final, où, après que le numéro 6 ait retrouvé sa liberté, il prend sa voiture pour parcourir à nouveau les rues de Londres. Le majordome, planté devant la maison de monsieur, le nouveau nom de l'ex numéro 6, vous comprendrez en regardant la série, eh bien, le majordome regarde monsieur partir dans sa voiture. À ce moment, une des particularités du village s'exprime devant nous, nous montrant que l'ancien prisonnier n'a en fait pas gagné sa liberté. Il a uniquement troqué sa prison village pour une prison plus grande et qu'il connaît mieux, Londres. En fait, dans le village, les portes d'entrée des maisons sont à ouverture automatique. Celle de la maison de Londres, au début de la série, ne l'est pas, mais le devient
dans le dernier épisode, dans les dernières secondes de la série. Cela peut nous faire penser que la prison est toujours là, mais que le prisonnier ne s'en est pas rendu compte. Donc, Patrick McGoohan, le numéro 6, monsieur, est toujours emprisonné dans son esprit. Alors que nous allons conclure notre exploration du prisonnier et de son univers riche en symboles, je vous invite à rechercher les prisons mentales que nous avons construites chacun d'entre nous pour devenir, vous savez, nous-mêmes, cette personnalité qu'il convient de montrer aux autres, mais qui n'est pas ce que nous sommes réellement. Ce voyage, à travers la série, vous a offert, je l'espère, une fenêtre sur la complexité de l'esprit humain, nous rappelant que la lutte pour la compréhension de soi et pour l'authenticité est un combat éternel. Mais comme le montre la quête du numéro 6, la véritable liberté commence par un voyage intérieur et la compréhension de nos propres peurs, de nos propres désirs et de nos croyances. J'espère que cet épisode de Sauce Fiction sur le prisonnier vous a inspiré à réfléchir sur votre propre quête personnelle et sur les façons dont vous pouvez vous libérer des chaînes invisibles et de vos prisons mentales. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'un des plus grands mystères de la télévision, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Likez et partagez également cet épisode pour aider d'autres à découvrir les profondeurs cachées de leur esprit. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, la clé de votre prison est peut-être déjà entre vos mains. À bientôt, les fans de fiction. Je vous verrai au village. C'est ça. Bonjour, c'est vous. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.